Qui s'ouvre aujourd'hui donc par un discours du chef de l'État. En quoi la réforme de la justice est-elle une urgence? Merci beaucoup et merci aussi aux téléspectateurs. Alors, l'urgence de la réforme du secteur de la justice ou de la justice est en partie liée aux événements qui se sont déroulés au cours de ces dernières années et qui ont soumis à rude épreuve notre système judiciaire qui, à un certain moment, s'est trouvé dans une sorte de rupture de confiance vis-à-vis du justiciable, c'est-à-dire les Sénégalais, qui doivent bénéficier du service de justice. Et vous savez, la justice est un pilier important de l'état de droit. Donc sans justice, on ne peut parler de l'état de droit. Or, quand on parle de l'état de droit, on fait allusion justement à cette capacité de la loi d'être au-dessus de tout le monde, y compris de ceux qui sont chargés justement de fournir le service de justice, les magistrats, les décideurs politiques, parce que tout simplement, comme vous le savez, il y a une hiérarchie de normes. Donc le Sénégal a souscrit à un certain nombre de conventions au niveau international, que ce soit les différentes chartes sur la protection des droits de l'homme et d'autres qui doivent protéger justement les droits civils et politiques. Et il y a la Constitution aussi qui garantit un certain nombre de droits et de libertés. Et cela veut dire évidemment que tous les citoyens doivent bénéficier d'un égal accès à la justice, mais une justice impartiale qui délibère d'une manière à garantir aussi la stabilité. Mais l'impartialité ne suffit pas, il faudrait aussi que cette justice soit indépendante. Et l'indépendance suppose que les magistrats eux-mêmes puissent bénéficier de cette possibilité de pouvoir prendre des décisions sans craindre de vivre en tout cas une certaine punition justement de la part de l'exécutif, puisque comme vous le savez, l'enchevêtrement entre les deux est tel que très souvent, il y a une immixtion de l'exécutif sur le judiciaire. Mais il y a aussi la question de la transparence, puisque quelqu'un qui va en justice et au terme d'une décision de justice doit savoir pourquoi, disons, il a perdu le procès ou il a gagné. Mais il y a aussi la question de la redevabilité du service de justice vis-à-vis du justiciable. Donc, si ces principes ne sont pas réunis, naturellement, on ne peut pas parler d'une justice capable de fournir un service qui inspire confiance. Et au cours de ces dernières années, évidemment, on a vu cette rupture de confiance se manifester à travers des décisions qui sont prises et qui ont jeté le discrédit sur l'institution lui-même et le service qu'il fournit. Et des exemples font légion. Le premier est par exemple ce qui s'est passé avec notamment l'écart, la tentative qui a abouti justement à l'éjection de Karim Wade et de Khalifa, mais aussi Ousmane Sonko à un certain moment, et le président Diomaye qui est sorti de la prison pour aller au palais. Mais tout ça a conduit à une certaine réticence ou une méfiance des Sénégalais vis-à-vis de la justice. Et cette méfiance s'est traduite à un certain moment aussi par une défiance. Puisque, en vérité, le fait que les gens parfois s'en prennent à des acteurs du secteur de la justice, jusqu'à parfois les qualifier de tous les noms d'oiseaux, des gens qui sont assujettis à l'exécutif, je pense que cela n'honore pas la justice. Et il était temps, au regard de ces événements-là, mais aussi les emprisonnements arbitraires, de revenir, de discuter et de faire un diagnostic pour sortir le pays de cette situation-là et surtout réconcilier la justice avec les citoyens qui sont les principaux bénéficiaires du service de justice. Alors, avant d'avancer encore plus dans le fond, aux côtés de la cherté de la vie, de la question de l'emploi des jeunes, vous pensez que ces assises sur notre justice est vraiment urgente aux yeux du Sénégalais lambda? Mais cette réforme de la justice est fondamentale puisque la justice est à la base de tout. Quand on parle de l'équité, quand on parle des frustrations qui peuvent déboucher sur des conflits, on parle aussi de la justice. Comment rendre la justice d'une manière qui garantisse la stabilité. Regardez ce qui se passe depuis quelque temps. Par exemple, tous ces scandales fonciers. Des gens se sont vus expropriés de leurs terres, de leurs biens. Certains ont vécu des violences atroces, mais n'ont pas pu bénéficier d'une réparation. Mais
aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui veulent investir, mais malheureusement, la corruption est telle qu'on n'arrive pas, évidemment, à avoir confiance en cette justice-là. Donc, au-delà de ces priorités que vous avez évoquées, qui, à mon avis, sont très importantes, le fait de mettre l'accent sur la justice est aussi une éducation qu'il faut tourner une page et aller résolument vers les ruptures annoncées, et dont la réforme de la justice est un élément fondamental. Mais c'est la réforme et la modernisation, puisque, comme vous le savez, dans la réforme, il s'agit à la fois de réformer l'institution judiciaire de manière à la rendre beaucoup plus performante, mais aussi le moderniser de manière à ce qu'il puisse rendre le service de justice d'une manière qui permette aux citoyens de pouvoir jouir davantage de cette confiance-là, mais aussi de voir ces garanties de liberté et ses droits respectés. Alors, d'aucuns estiment qu'il s'agit au fond de revenir sur les questions qui avaient été déjà abordées dans le rapport du comité de concertation sur la modernisation de la justice en 2018. Alors, pensez-vous que ça soit redondant aujourd'hui, 6 ans après, de tenir une telle rencontre sur la question? Non, je pense que ce n'est pas redondant, c'est complémentaire. Mais il s'agit aussi de revisiter et d'apporter les ajustements nécessaires. Les concertations ont mis l'accent sur 2 choses, telles qu'il apparaît justement dans les thèmes de référence. La modernisation fait partie, mais c'est la réforme aussi. Mais il faudrait dire que beaucoup de choses sont passées entre 2018 et 2024. Entre autres, bien évidemment, les violations des droits de l'homme que nous avons connues, les arrestations arbitraires, mais aussi une justice qui fonctionnait de manière à jeter parfois cette perception qu'elle n'est pas indépendante, qu'elle n'est pas de nature à se détacher justement d'une certaine emprise de l'exécutif. Alors, et je pense qu'aujourd'hui que le Sénégal a basculé dans l'ère d'une transition qui a porté à la tête du pays la plupart de ceux qui étaient les victimes de l'ancien système, et notamment de ces injustices que je viens d'évoquer, notamment les arrestations arbitraires, il était nécessaire, à mon avis, de s'asseoir et de trouver des consensus forts autour des règles qui doivent conditionner la vie en groupe ou la vie en société. Et parmi ces règles-là, il y a bien évidemment la justice et les lois qui malheureusement ont fonctionné de manière pas du tout de nature à garantir une certaine confiance. Alors, et c'est à ce niveau où l'urgence d'aller vers ces réformes-là est importante, au-delà bien évidemment, ou à côté de tout le travail qui est en train d'être fait pour diligenter certains dossiers, notamment permettre aux citoyens d'avoir un accès aux denrées de première nécessité, mais engager aussi d'autres réformes. Mais je pense qu'il était important aujourd'hui de réévaluer tout le travail qui a été fait, notamment de modernisation, des propositions qui ont été faites, qui malheureusement n'ont pas connu une application sérieuse. Et le fait de reprendre ce travail préalable et le verser dans la corbeille de ces discussions qui sont en train de se tenir est pour moi une avancée significative. Maintenant, la question fondamentale, et je pense que ça le défi aussi, c'est comment aller résolument vers la mise en œuvre des mesures ou des conclusions qui vont émaner de ces discussions-là. Des commissions ont été mises en place pour réfléchir de manière beaucoup plus en profondeur. Et la commission a encore 4 jours. Justement, des conclusions qui sont attendues lundi déjà. Vous pensez qu'il y aura assez de temps pour justement parler au sein de ces commissions de toutes ces questions qui sont parfois techniques, parfois complexes, et essayer de trouver des consensus en 4 jours et pouvoir proposer des solutions à ça? Non, en 4 jours, ça va être très difficile de faire un diagnostic exhaustif, mais aussi holistique des problèmes de justice, puisque en vérité, dans tous les secteurs, il y a des priorités. Vous prenez le foncier aujourd'hui, qui est devenu un goulot d'étranglement, mais les problèmes ne finissent pas. On nous parle aussi des accords de pêche, on nous parle de la question de l'agriculture, la question de l'accès aux terres qui pose aujourd'hui problème. On a vu aujourd'hui certains conflits, notamment entre, par exemple, les compagnies minières et les populations à Kédougou, puisqu'il y a eu aussi des expropriations de terres. Et les populations ont jugé, par exemple, ces démarches des multinationales pas du tout de nature à garantir la stabilité, mais aussi un accès équitable aux ressources. Mais
Et tout ça là pose la question fondamentale de comment aujourd'hui on doit surmonter les difficultés et aller vers la création d'un cadre permettant aux Sénégalais de vivre dans des conditions optimales, mais en ayant la garantie que leurs droits seront respectés, leurs libertés seront garanties, parce que sans droit, sans liberté, et si on ne peut pas vivre dans des conditions d'une démocratie qui nous permettent de nous épanouir pleinement, on ne peut pas vivre de manière épanouie. Et je pense que la liberté, c'est aussi la garantie d'un épanouissement, puisque, évidemment, nos droits fondamentaux seront garantis, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à accéder à la terre aussi, mais aussi certaines libertés qui, à mon avis, sont très importantes. Donc, ce n'est pas une façon de passer sous les radars les questions de fond qui, aujourd'hui, méritent d'être discutées, mais je pense que c'est juste une option stratégique pour évacuer une question qui, pendant longtemps, a divisé les Sénégalais, réconcilier le peuple avec la justice, mais aussi aller résolument dans le sens de fournir un service de justice à même de rencontrer l'assentiment des populations. Maintenant, évidemment, vous savez, une plateforme a été lancée, bien avant même que ce dialogue ne se tienne, et le président Diomaye a clairement indiqué que cette plateforme va continuer à exister pour permettre aux citoyens de pouvoir faire parvenir leur feedback, ce qui, à mon avis, est très important. Mais il faut aller au-delà, et il a dit d'ailleurs que ce dialogue va être institué. Donc, il l'intègre carrément dans le calendrier républicain. Donc, ce qui veut dire que chaque année, le 28, on va se rencontrer pour discuter des questions qui engagent et ordonnent la vie des Sénégalais. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que peut-être il faut aller au-delà et inscrire peut-être ce dialogue et les travaux des commissions dans le cadre d'un continuum qui va de la réforme à la refondation du système, puisque la justice est rendue en se fondant sur des lois. Mais appliquer une loi n'est pas forcément rendre la justice, puisque la loi elle-même peut être injuste. On a vu ici le cas des lois comme Jim Crow, la loi de l'apartheid, Nuremberg, etc. Parce qu'à la base, ces lois sont fondées sur une injustice. Mais comment aujourd'hui garantir un accès équitable à la justice? Comment aller vers une justice qui est présente je parle des services, mais aussi de l'infrastructure judiciaire lui-même, pour permettre, par exemple, à des populations qui sont dans les coins les plus reculés, à Kédougou, à Saraya, ou à Salimata, ou à Guémédié, vers la frontière avec le Mali, de pouvoir bénéficier d'un service de justice et qu'ils ne se découragent pas parce que tout simplement les frais associés à la recherche d'une justice supplantent de loin le préjudice. Et je pense que c'est ça aussi la question de l'équité territoriale en matière d'accès à la justice. Mais je pense que ça, c'est des problèmes de fond. Mais comment aller au-delà des plateformes, au-delà de cette journée-là, créer les conditions qui permettent aux différents acteurs dans les différentes régions de discuter autour des priorités en matière de justice, mais aussi dans les différents secteurs, de les faire remonter et que l'on ait, par exemple, un système de rétroaction qui permettent à la fois de recevoir ces remontées-là, mais de les traiter de manière aussi à les verser dans une réforme qui va conduire vers une refondation totale avec une prise en compte aussi de nos valeurs, puisque la justice, le système lui-même est hérité de la colonisation. Absolument. Même si à un certain moment, après les indépendances, il y a eu des efforts pour intégrer les éléments de nos valeurs, que ce soit religieuses ou coutumières, notamment sur le foncier, ou religieuses quand il s'agit par exemple du code de la famille, beaucoup reste à faire, puisque le justiciable dans certaines localités ne se retrouve pas dans les lois, et ces lois-là ne lui parlent pas parce qu'elles sont écrites dans une langue qui lui est étrangère. Mais comment aujourd'hui, dans le cadre de cette appropriation de la justice et de la loi, qui est la base sur laquelle les magistrats ou ceux qui rendent les décisions de justice se fondent pour donner les décisions, puissent le faire d'une manière à recevoir ou accueillir l'assentiment des populations. Voilà. Vous l'avez dit tantôt, les magistrats se basent sur des textes. Alors aujourd'hui, pourquoi on parle de réforme de la justice? La modernisation peut-être, mais on parle de réforme de la justice. Est-ce qu'il y a des manquements? Vous me direz certainement oui, mais pourquoi ces manquements? Sachant que
tout ce qui constitue les principes fondamentaux de la justice sont consacrés par des textes. Et aujourd'hui au Sénégal, on ne peut pas dire qu'il y a une défaillance du point de vue peut-être des textes, mais peut-être que c'est l'application aussi qui fait défaut. Donc aujourd'hui, pourquoi on parle de réforme de la justice en réalité? On parle de réforme de la justice parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il y a eu des manquements qu'on a observés et qui étaient très flagrantes. Et une des raisons pour laquelle on a posé ces questions, c'est d'abord, je ne parle pas un peu des procès, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... La justice, tout n'est pas mauvais dans la réduction des services, de la justice. On a vu des procès économiques qui ont abouti à des décisions qui ont satisfait, par exemple, le justiciable. Et même certains ont porté plainte contre l'État et ont obtenu gain de cause. Donc cela veut dire que nous avons une justice fonctionnelle dans une certaine mesure. Mais ce que nous avons remarqué au cours de ces dernières années, c'est que sur les questions politiques, on avait l'impression qu'il y a une certaine emprise de l'exécutif sur le judiciaire. Donc j'ai cité tout à l'heure les cas que vous connaissez, mais cela est en partie lié au fait que dans la nomenclature du système lui-même, et surtout pour ce qui est du Haut Conseil de la magistrature, qui gère notamment la carrière des magistrats, etc., leur vie en tant que professionnels, il y a aussi cette propendance du président de la République qui préside au Haut Conseil de la magistrature, et le ministre de la Justice et le vice-président. Mais on peut dire mieux. Regardez par exemple la manière dont le système lui-même et même les magistrats sont régis. Il y a les magistrats de siège qui sont inamovibles. Ça, on le connaît. Mais ceux du parquet qui dépendent du ministère de la Justice, mais ne jugent pas de la même indépendance. Donc, ce qui veut dire en fait que derrière cette question, il y a aussi la nécessité d'aller vers la mise en place de garanties qui permettent aux magistrats de bénéficier de toutes les garanties d'indépendance et de rendre les décisions de manière autonome sans courir le risque d'être soumis à un régime de sanctions. On connaît des magistrats qui ont défié l'autorité et qui se sont vus affectés. Donc je pense qu'à un certain niveau aussi, c'est la responsabilité du magistrat lui-même qui doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'il considère comme étant un élément fondamental, c'est-à-dire son indépendance. Donc le système, oui, mais il y a aussi le magistrat et son rapport vis-à-vis à sa profession, l'éthique qu'il met en avant, mais aussi sa détermination à faire valoir aussi son indépendance quand il rend des décisions de justice. Vous avez parlé tout à l'heure de procès économiques, mais dans des procès dits politiques souvent, c'est ce qui amène beaucoup de polémiques et qui permet même de remettre en question le fonctionnement de nos juridictions. Mais aujourd'hui, est-ce que ces procès dits politiques suffisent comme baromètre pour évaluer la performance de la justice sénégalaise? Bon, c'est un indicateur. Vous savez, en fait, la perception n'est pas la réalité, mais elle façonne la réalité. Quand, sur les questions pénales en particulier, vous avez, par exemple, les mandats de dépôt systématiques, retour de parquet, et les détentions provisoires, c'est-à-dire qui durent finalement. Mais les familles des victimes, ou les familles de ceux qui ont un problème avec la justice, mais ont tendance à voir la justice sous le prisme des expériences qu'ils vivent. Et on a vu des milliers de gens qu'on a pris lors des manifestations vivre ce cauchemar des mandats de dépôt. Et finalement, pendant presque trois années, les populations ou les Sénégalais ne voient la justice que sous cet angle-là, d'une justice qui n'est pas équitable, d'une justice qui n'est pas juste, ou d'une justice qui, très souvent, condamne les faibles et s'aligne du côté des puissants. Et je pense que cette perception-là doit être corrigée. Et d'ailleurs, un des éléments fondamentaux des termes de référence qui ont été partagés, c'est de corriger cette perception que les citoyens ont vis-à-vis de la justice, qui fait parfois un travail remarquable, mais
Mais puisque les gens ont tendance à mettre l'accent sur les catégories, les aspects les plus spectaculaires, y compris ce qu'on appelle le train qui n'arrive pas à l'heure. Du coup, on a tendance à assujettir notre compréhension de la justice au dysfonctionnement. Mais on ne peut pas aussi ignorer non plus le fait que dans certaines localités, les populations n'ont pas accès à la justice. Et au-delà même, quand ils ont un procès, ils n'ont pas d'avocat. Ils ne connaissent pas les procédures. Mais comment aujourd'hui travailler à sensibiliser les populations et leur permettre d'avoir non seulement l'information, mais aussi de pouvoir bénéficier de tout accompagnement en cas de litige ou au cas où ils auraient besoin de la justice. Pas seulement en cas de litige, mais parce que les gens auront besoin aussi parfois de la justice pour des choses qui sont importantes pour leur vie. Un enfant qui va à l'école n'a pas de papier, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que sa vie dépend de ça. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui doivent être rendues disponibles aux citoyens et la justice est un élément important. Absolument. Et vous parliez tout à l'heure de justement les lenteurs administratives qui, pour ne pas dire sont à l'origine, participent à l'augmentation de la population carcérale. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont les alternatives au-delà du bracelet électronique qu'on voit maintenant, les alternatives qu'on pourrait trouver pour essayer à défaut de pouvoir évacuer les dossiers, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas assez de moyens en termes de ressources humaines, mais au moins trouver quelle alternative on pourrait trouver pour qu'il y ait moins de gens systématiquement envoyés en prison. Oui. Alors, pour moi, la question fondamentale, c'est comment créer les conditions permettant aux gens de pouvoir disposer des possibilités d'avoir un emploi, d'avoir un travail décent, mais aussi en amont dans la société de lutter contre tout ce qui peut conduire à la criminalité. Récemment, j'ai fait des contributions sur, en parlant justement de la criminalité, un papier sur la drogue, le trafic de drogue, qui est un élément de criminalité important. Et le Sénégal est devenu, au-delà même d'être un lieu de transit, un lieu de consommation de drogue. Mais les gosses qui sont exposés à ce phénomène-là, mais très souvent, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur responsabilité. Mais comment l'État doit prendre les mesures pour protéger sa population contre toute possibilité de verser dans ces comportements de lecture. Mais on peut aller au-delà. Maintenant, revenant sur la question de la surpopulation carcérale, qui est en partie liée aussi au mandat de dépôt dont j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez des gens qui, malheureusement, peuvent rester presque 5 ans sans procès. Et on les libère du jour au lendemain sans aucune forme de réparation. Et je pense que ça, c'est des injustices qu'il faudrait corriger systématiquement. Et le fait de penser déjà à la mise en place du juge des libertés est, à mon avis, une idée formidable. Maintenant, reste à opérationnaliser cette institution-là pour permettre à ce que ceux qui se sentent lésés par des décisions de justice de pouvoir saisir ce juge et de bénéficier justement d'une réparation. Et ça, c'est un élément important. Mais je pense qu'il y a aussi un travail qu'il faudrait faire en amont, c'est-à-dire de privilégier la médiation plutôt que le tribunal. Puisque nos sociétés, c'est pourquoi j'ai dit en fait qu'il faut aller vers une refondation de notre système et ne pas mettre très souvent sur les aspects punitifs, les aspects répressifs, mais en amont, on peut travailler sur des aspects de prévention qui mettent l'accent sur la médiation, sur la sensibilisation pour que les gens comprennent les conséquences de leurs actes qui peuvent justement les conduire à la prison. Et l'autre chose, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une population carcérale qui, malheureusement, n'est pas productive. Et très souvent, les gens vont en prison et ils reviennent avec des comportements de lecture. On les reverse dans la société. Et puisqu'il n'y a pas une prise en charge effective qui leur permette de réintégrer la société, mais ils récidivent. Et finalement, retournent en prison où ils développent parfois des comportements qui ont tendance justement à vouloir les maintenir tout le temps en prison parce qu'ils reçoivent une autre socialisation. Et ça, c'est à mon avis important. Les bracelets électroniques, c'est important. Mais si vous allez un peu dans les pays nordiques, certains ont développé. J'ai vécu en Suède pendant 2 ans, mais c'est des pays qui ont une politique carcérale très progressiste. C'est-à-dire comment
permettre, par exemple, à quelqu'un qui est en prison de bénéficier, par exemple, d'une formation, d'un métier, d'être instruit si vous ne l'êtes pas, mais de vous mettre dans des conditions qui vous permettent, une fois après votre libération, que vous retournez dans la société et que vous puissiez avoir un travail. Parce que le travail, c'est plus que le salaire qu'on reçoit, c'est une question de dignité. Il y en a qui sont pris parce que tout simplement, ils étaient dans des choses qui n'étaient pas du tout, ou qui étaient soit criminels ou délictueux, qui se retrouvent en prison. Mais comment, en amont, travailler à permettre à ce que les gens n'aient pas en prison, et quand ils vont en prison maintenant, les outiller pour qu'une fois dans la société, qu'ils puissent être réintégrés. Et ça, c'est des choses que le Sénégal peut expérimenter, puisque en vérité, il y en a qui sont en prison aujourd'hui, qui n'ont pas choisi de l'être, mais parce que tout simplement, il y a une violence qui est produite par la société sur eux, et qui finalement les met dans une situation de vulnérabilité, qui ouvre la porte vers la détention et surtout une vie carcérale. D'accord. Alors, vous n'avez pas participé directement à ces assises de la justice, mais vous avez en quelque sorte participé indirectement parce que vous avez publié aujourd'hui un article sur justement cette journée. Alors, si vous deviez aujourd'hui faire des propositions pour rendre la justice plus accessible, plus efficace, plus indépendante, quelles seraient ces propositions concrètement? Je pense que la première proposition que j'ai faite et qui, à mon avis, est très importante, est d'aller au-delà de la réforme et de la modernisation de la justice. Puisque dans les réformes qu'on a connues, les expériences de réforme, il peut y avoir un shift paradigmatique dans le sens de repenser le système lui-même en partant de ses fondamentaux. Vous savez, la justice, elle n'est pas rendue de manière neutre. Il y a toujours une dimension ontologique. Et quand je parle de dimension ontologique, c'est-à-dire la source même de la loi et de la justice. Le droit naît des entrailles de la société. C'est la société qui la sécrète. Et l'idée de droit ou de justice lui-même est socialement colorée. Si au Sénégal, nous avons par exemple une justice héritée de la colonisation et que certains ne se retrouvent pas à travers le système lui-même, il faut aller résolument vers une réflexion autour du système et des lois qu'il sécrète. C'est vrai qu'après les indépendances, des efforts ont été faits pour intégrer nos valeurs, nos traditions, telles qu'on peut le voir dans le code, par exemple, toutes les lois relatives au foncier, avec le droit coutumier qui joue un rôle important, ou encore dans le code de la famille, pour ce qui est justement du mariage et des questions d'héritage. Mais à mon avis, cela ne suffit pas. Il faut aller vers une forme de décolonisation de notre système, qui malheureusement aujourd'hui est en train de créer deux types de citoyens, ceux qui se reconnaissent dans les normes légales et rationnelles, et ceux qui se retrouvent à travers d'autres formes d'autorité légale. Une adaptation de nos textes à nos traditions. Absolument, il faut une adaptation de nos textes si vous voulez une réappropriation sociale de ces lois et de ces systèmes. Durant la période coloniale, il existait des cadis qui jouaient un rôle important dans la reddition des décisions de justice, parce qu'il y a une catégorie de la population qui ne se retrouvait pas à travers la justice coloniale ou légale. Mais aujourd'hui, je pense que si on veut vraiment rendre la justice et avoir des lois qui répondent aux aspirations des populations, il faudrait certes réformer, parce que la refondation prend du temps, mais je pense que les jalons ont déjà été posés, puisque avant même ces assises-là, il y a une plateforme qui a été mise en place pour permettre, par exemple, aux citoyens de faire remonter les informations ou, disons, un peu toutes leurs complaintes. Et le président Diomaye a dit évidemment qu'il ira résolument vers l'institutionnalisation de cette journée, qui à mon avis est très importante, mais il faut aller au-delà. C'est comment mettre en place un système périn de rétroaction qui permette de remonter l'information en permanence, mais surtout aller vers des concertations beaucoup plus en profondeur dans les différentes zones, parce que les réalités auxquelles les populations sont confrontées sur le plan de l'accès à la justice, de la reddition des services de justice n'est pas identique. À Kédougou, ils ont leur propre réalité. En Casamance, peut-être que les gens ont d'autres préoccupations différentes. Mais comment, à travers justement ces mécanismes de feedback, on doit associer aussi les chercheurs qui ont fait un travail remarquable,
en termes d'appropriation de nos différents systèmes. On parle un peu de la charte de Karakamfuga, et on parle aussi de l'expérience fortune de Thierno Souleymane Baal, un peu, notamment à travers la révolution Torodo. Mais comment ces valeurs-là peuvent être versées dans la réflexion autour d'une refondation de notre système de justice, mais un système de justice qui parle aux citoyens, parce que tout simplement, il est sécrété, où il trouve un ancrage dans les valeurs sociétales, dans les valeurs traditionnelles. Et je pense que c'est cette manière-là qu'on peut évoluer résolument vers une justice. Merci beaucoup, docteur. Nous vous remercions d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir. Docteur Mamadou Bodian, il est chercheur à l'IFON, par ailleurs administrateur général des FDS, les Guelwaars, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans cette édition. Et c'est cet entretien qui met un terme à cette édition, la bonne heure. Donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.